Bonjour à tous. Il y a peu de temps, je suis tombé, un peu par hasard, sur la vidéo de Curious Mark intitulée Apollo Comes Part 37. Le lien YouTube est dans la description de la vidéo. J'ai immédiatement été intrigué par la manière dont, à l'époque, les ingénieurs avaient conçu ce multiplexeur analogique basé sur l'utilisation d'un transistor pour le moins atypique. Ce transistor est le 3N68, un BJT NPN à deux émetteurs. Il a un nom, c'est un Inch. Le principe est le suivant. Chaque émetteur d'entrée E1, par exemple, reçoit une tension analogique. Vous pouvez le voir dans un schéma d'application autre. Voilà, ici, on le voit bien. Deux émetteurs, base collecteur. Lorsque le transistor est commutté, cette valeur analogique est transmise vers l'émetteur de sortie E2. Tous les émetteurs E2 sont reliés entre eux et attaquent l'entrée d'un convertisseur analogique numérique. Jusque-là, rien de fondamentalement choquant, bien que la topologie soit inhabituelle. Mais la véritable surprise, en tout cas pour moi, vient de la méthode de commutation. Ce que l'on pourrait qualifier d'analogue switch préhistorique, j'exagère un peu, est commandé par la polarisation de la jonction base-collecteur, et non par celle de base-émetteur comme on s'y attendrait classiquement. Cela implique que les tensions de commande doivent être flottantes afin d'éviter toute réinjection de polarité ou de courant parasite vers le signal analogique lorsque le transistor entre en saturation. Pour cette raison, et probablement pour bien d'autres que je n'aborderai pas ici, les ingénieurs de l'époque, nous sommes dans les années 1960, ont utilisé des tores magnétiques à 3 bobinages. Pour la commande d'excitation, un second pour transférer l'impulsion vers la jonction base-collecteur, et un troisième, vraisemblablement, destiné à supprimer la rémanence magnétique lorsque le signal de commande disparaît. J'ai ensuite cherché à me procurer ce transistor historique qui a contribué, entre autres, à envoyer l'homme sur la Lune et à ramener vivants les astronautes d'Apollo 13 après un accident majeur. Après avoir exploré des sites américains spécialisés dans les composants anciens, sollicité mes réseaux sociaux, ainsi que des collègues aux États-Unis et au Royaume-Uni, je n'ai malheureusement trouvé aucun exemplaire disponible. J'ai donc décidé de tenter de le reproduire moi-même. Regardons maintenant le schéma sous LTSpice. Alors voici le schéma. Donc on peut voir en fait que j'ai regroupé deux transistors identiques, 2N2222, qui sont donc des BJT NPN, que j'ai relié leur base et que j'ai relié leur connecteur. Ensuite, j'ai mis un système avec une alimentation et une résistance pour polariser la jonction base-collecteur. J'entre mon signal analogique, ici côté gauche V1 qui est une tension de 4 volts, sur l'émetteur de gauche. Et j'ai mis une résistance de pull-down de 1 kg. Et ma sortie est reliée à VS avec également une résistance de pull-down. Bon, ici j'ai mis 10 kg. J'ai le même montage de l'autre côté, sauf que ma tension analogique V2 ne fait que 2 volts.
Alors, par contre, j'ai dû mettre un peu de temporalité dans tout ça. Nous allons aller voir le chronogramme que j'ai prévu. Voilà, j'ai prévu V3, c'est la tension qui va venir polariser la jonction BC du montage de gauche. Et V5, c'est la tension qui va venir polariser la jonction BC du montage de droite. J'ai fait en sorte que la tension soit présente de manière non permanente et surtout pas les deux en même temps, de manière à pouvoir visualiser l'impact en tension de sortie. Voilà, donc pour la tension V3, eh bien, elle va durer 200 millisecondes et elle intervient après un délai de 30 millisecondes et elle est censée se répéter toutes les 200 millisecondes. Pour la tension V5, elle démarre avec un délai de 100 millisecondes et elle ne dure que 10 millisecondes. Et bien entendu, elle se répétera tous les 200 millisecondes. Donc nous devrions avoir une sortie lorsque le premier montage est excité, une sortie qui est égale à la tension d'entrée côté gauche, c'est-à-dire 4 volts, et une tension de 2 volts quand la partie droite est excitée. C'est ce que nous allons vérifier. Alors, je n'essaie pas de voir sur l'oscillogramme LT-Spice ces tensions-là, parce que comme elles ne sont pas référencées à la masse, de manière tout à fait justifiée, eh bien, je ne saurais pas trop comment les interpréter, en fait. Donc, comment j'ai fait pour avoir des impulsions? Eh bien, V3, regardez, voilà, j'ai dit que c'était une pulse. Elle démarrait avec un V initial de 0 volts, son V1 serait de 10 volts, et qu'elle démarre avec un délai de 30 millisecondes, avec des faibles temps de montée et de descente, et qu'elle dure 20 millisecondes, avec la durée de la période de 200 millisecondes, et ici je n'ai mis qu'une période. Vous voyez bien, elle démarre à 30, elle dure 20, donc elle est terminée déjà à 50 millisecondes. Ce que je veux, c'est que les deux pulses ne sont pas présentes en même temps. La deuxième, eh bien toujours 0 et 10 ici, elle démarre avec un délai de 100 millisecondes, elle dure 10 millisecondes, et pareil avec une périodicité de 200 millisecondes, et je n'ai mis qu'un cycle ici. Donc qu'est-ce qui devrait se passer? Donc apparemment, ces montages, cette façon de commuter les transistors entre la base et le collecteur font qu'en fait le gain n'existe pas en fait. Mais le gros avantage, c'est que la tension VCE-SAT est très très faible. Elle est beaucoup plus faible que sur une façon de saturer le transistor de manière plus classique, c'est-à-dire par base émetteur. Donc déjà, c'est important d'avoir une tension de saturation quasiment nulle. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on sature ces deux transistors? Les deux tensions de saturation collecteur-émetteur vont s'annuler puisqu'elles ont un sens opposé. Donc je veux vraiment avoir VE1 est égal au deuxième VE. En plus, comme rien n'est jamais égal à 0, le fait qu'il soit très faible, eh bien ça va encore réduire l'écart.
Donc voilà, c'est vraiment la bonne méthode. Regardons ce que ça donne. Je ne regarde que VS. On voit bien que, au bout de 30 millisecondes, j'ai ma tension VS qui passe à 4 volts. Cela dure 20 millisecondes, elle retombe à 0. Et ensuite, au bout du temps, 100 millisecondes, la tension passe à 2 volts, dure 10 millisecondes, puis retombe à 0. Donc on voit bien qu'en théorie, ça fonctionne. J'ai bien un analogue switch, tel qu'on les voit aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est sa résistance on, mais voilà, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, j'ai fait tout un tas d'essais sur breadboard, et là, je suis arrivé, on va dire, j'ai abandonné. Alors déjà, c'était compliqué, j'avais failli abandonner bien avant, mais je l'ai pas fait. Étant donné que pour avoir ces tensions ici flottantes par rapport à la masse et à l'émetteur, eh bien, j'ai déjà dû utiliser un optocoupleur de chaque côté. Ensuite, eh bien, ces optocoupleurs, ils ont besoin d'être drivés de manière un peu énergique, c'est-à-dire avec un courant LED assez important. Donc, mon Atini 85, oui, parce que j'en ai pas parlé, je fais des impulsions grâce à un Atini 85. Mon Atini 85, il avait des difficultés. Donc j'ai dû rajouter, encore une fois de chaque côté, un transistor MOSFET canal N, dans lequel, dans le circuit de drain, je mettais la diode de l'optocoupleur, reliée bien entendu à une résistance de limitation, de manière à ce que le courant ne soit pas fourni par la Tini 85. Voilà, c'était un peu le montage. Eh bien, je me suis retrouvé avec des disparités entre les deux voies. Je permutais les transistors et parfois, ça dépendait lequel, mais parfois, eh bien, la disparité se déplaçait avec le transistor. Mes résultats n'étaient pas toujours reproductibles, et à force de chercher, je n'ai pas trouvé d'erreur de câblage. J'en ai peut-être commise, mais j'en ai pas trouvé. J'ai fini par laisser tomber en disant que peut-être le fait de ne pas avoir un transistor spécifique, 2 émetteurs, ça pouvait peut-être générer ça, c'est-à-dire que mes transistors n'étaient pas appairés précisément. Eh bien, ça pouvait me donner des résultats un petit peu non souhaités. Et j'ai laissé tomber. Je pense que je vais quand même un peu m'obstiner, voir si je trouve ces fameux transistors, pour voir si en fait le problème venait de là. Mais voilà, je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir les transistors spécifiques pour que ça marche. Donc en tout cas, si certains d'entre vous seraient intéressés pour poursuivre ces essais, je suis bien évidemment très intéressé sur les résultats. Je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.